La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Notre invité cette semaine dirige une infrastructure stratégique pour l'économie genevoise, romande, de France voisine et aussi de Suisse. Une infrastructure qui a retrouvé des couleurs cet été après avoir été très durement frappée par la pandémie. Il s'agit de l'aéroport de Genève dont vous êtes le directeur, André Schneider. Bienvenue dans B2B. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de prendre les rênes de Genève Aéroport, c'était en 2016. Vous avez eu plusieurs vies. Portrait. André Schneider, vous avez un parcours riche en diversité qui a commencé avec la musique. Vous avez été tubiste professionnel, puis une fois diplômé de l'Université de Genève, vous rentrez chez IBM. Vous y passerez 11 ans avant d'intégrer le World Economic Forum. Klaus Schwab, son fondateur, vous nommera directeur général, fonction que vous assumerez pendant plus de 8 ans. Vous créerez ensuite votre société de conseil en développement durable. Et puis en 2013, vous intégrez la direction de l'EPFL aux côtés de Patrick Ebicher. Quel est pour vous le fil conducteur dans votre carrière, entre le code informatique, la diplomatie, le transport aérien et les notes? Je dirais d'abord d'avoir plaisir de faire ce qu'on fait. Je dirais l'autre partie, c'est une curiosité qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, pour moi, j'ai jamais envisagé de gérer un aéroport ou d'être à une université. Mais c'est vrai, d'être confronté avec ces défis et de trouver des solutions, ça me fait beaucoup plaisir. Alors, je dirais, c'est aussi un peu les opportunités qui se sont présentées. Le seul vrai choix que j'ai fait, c'est en 85 de décider d'arrêter la musique, parce que c'était un peu un choix, parce que je viens d'une famille assez stricte où c'était presque prévu que je devais aller faire l'ingénieur à l'ETH Zurich parce que je viens de Berne. Et pour un peu casser le rythme, j'ai décidé de faire la musique que je faisais déjà à l'époque. Mais après 5 ans, je me suis quand même rendu compte que je voulais quand même faire l'ingénieur. Alors, j'ai décidé d'arrêter tout, de recommencer les études. Et en plus, en bon suisse-allemand, j'ai naturellement absolument pas appris le français à l'école. Alors, je me suis dit, peut-être c'est l'occasion, en venant à Genève, d'apprendre un peu de français. Il y a des parallèles finalement dans tout ça. Une fausse note sur un aéroport en musique ou en diplomatie, ça peut avoir des répercussions assez catastrophiques. Je dirais des fausses notes partout peuvent avoir des répercussions très importantes. Je dirais la parallèle entre tout ça, c'est que dans la majorité de ces postes-là, vous pouvez faire un peu ce qu'on attend de vous sans montrer trop d'initiative, ou vous pouvez aller essayer de mettre en œuvre des stratégies. Alors moi, j'aime bien de repenser les choses et réfléchir comment on pourrait faire autrement, mieux ou différemment. Un parcours très ouvert sur le monde, mais toujours depuis la Suisse. Vous n'avez jamais voulu partir ? Bon, d'abord, quand j'étais musicien, j'ai habité pendant 5 ans ou vécu 5 ans en Allemagne et en Suède. Quand j'ai travaillé pour IBM, j'ai fait des longues phases en Espagne, dans un laboratoire, et aux États-Unis. Oui, j'ai quelque part eu mon endroit où je posais ma valise entre 2 déplacements à Genève. Et quand j'étais au World Economic Forum, j'étais probablement autant en route que j'étais à Genève. Alors je dirais, je ne me sens pas que je n'ai pas quitté le lieu. Mais oui, j'avais mon port attache ici. Vous évoquez vos différents déplacements. Maintenant, à la tête de l'aéroport de Genève, si on se remet quand vous étiez tout enfant, la première fois que vous avez pris l'avion, c'était pour aller où ? Vous en gardez un souvenir ? Oui, tout à fait. D'abord, il faut quand même se rappeler, je suis une génération un peu plus vieux qui a très longtemps vu, en tout cas, je ne faisais pas non plus partie d'une famille riche, qui a vu le transport en avion, c'était pour les très riches. Alors, j'ai fait mon premier voyage en 84 ou 3 pour aller visiter ma copine de l'époque aux États-Unis. J'ai dû vraiment... Transatlantique quand même pour le premier voyage. Oui, mais sinon j'aurais probablement pris le train ou la voiture. Mais pour ça, j'ai dû quand même casser ma tirelire totalement et j'ai dû ramer pendant 2-3 ans pour me le refaire. Mais bon, c'était ce que je voulais faire. C'était un super voyage. Je suis allé au Midwest, au nord, dans une région de paysans, durant les années Reagan, où ça allait vraiment pas. Je dirais que c'était une très bonne école. Mais après ça, j'ai très longtemps pas voyagé. J'ai recommencé vraiment à voyager en avion quand j'ai commencé à travailler pour IBM.
parce que j'avais un poste après aussi de consultant. J'ai travaillé avec des laboratoires dans différentes places. Et c'est clair, en tant que directeur général du World Economic Forum, j'ai fait beaucoup de voyages. Quelle vision vous aviez du transport aérien avant d'y travailler? Pour moi, mon travail était quand même beaucoup aussi dans ce nouveau monde plus globalisé, plus connecté. Et c'est clair que pour moi, le voyage en avion est une composante incontournable si on veut maintenir ça, sauf si on décide, on va vivre dans un cercle de 30 km, on va faire que des déplacements en trottinette ou à pied. On a besoin. Alors pour moi, comme dans beaucoup de domaines où j'étais, c'est plutôt... Après, la question c'est comment peut-on, quand on rentre dans ces domaines, aider pour la rendre climato-compatible. Alors moi j'y crois pas dans ces trucs qui disent tout ça, on ne va plus faire. Je dirais, j'ai vécu à World Economic Forum l'anti-globalisation. Alors c'est clair, la globalisation a eu beaucoup de choses qui ne sont pas bien allées, mais il y a aussi beaucoup amené. Et de ce fait-là, moi, j'aime plutôt œuvrer pour rendre les choses mieux et plus adaptées aux défis qui vont venir ou qui viennent déjà. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur le futur du transport aérien, ce qu'il peut être vert ou pas. Mais restons encore un instant quand vous étiez plus jeune, ou peut-être même enfant. Vous avez évoqué tout à l'heure vos parents qui étaient stricts. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous en gardez? Quelle influence ont-ils exercé sur vous et le parcours que vous avez connu? Je dirais... La plus grande influence, c'était quand même que j'ai pu devenir musicien. Parce que quand vous faites des études de musique, vous vous entraînez, mais il y a peu de personnes qui vous disent combien et quoi. Et comme je suis venu d'une maison où quand même l'idée était on fait les choses et on les fait bien, je me suis vraiment collé et ça m'a permis de faire une belle carrière. Et ça m'est resté. Alors beaucoup de mes collègues pensent que je suis un peu un travailleur fou. J'aime bien aller au bout des choses, de les faire vraiment bien et ça m'est resté. Et je suis très content que ça m'est resté. Parce que pour moi, c'était la base de toute ma carrière, être capable d'appréhender qu'est-ce que c'est la politique de développement de la formation au plus haut niveau, avec tout ce qui tourne autour des investissements, des parcs d'innovation et tout ça, ou maintenant à l'aéroport, ou au World Economic Forum. Parce que quand j'ai rejoint ça, moi, alors, du côté plus diplomatique de l'économie, j'avais zéro idée. J'ai tout dû apprendre. Quel genre d'enfant étiez-vous, André Schneider? Je suis un super introverti, et d'ailleurs, c'est plutôt un masque où je dirais, j'essaie de plus être extroverti, mais de base, je suis introverti. J'étais plutôt dans mes pensées, j'étais pas super, j'avais pas des tonnes de copains, j'étais pas l'enfant le plus aimé dans la classe, mais j'en ai pas vraiment souffert non plus. Mais j'étais quelqu'un qui vivait dans ses propres idées, dans ses rêves, dans ses trucs. La musique, comment est-elle arrivée sur votre chemin? Ça, c'est encore une histoire. Alors, un moment, j'avais envie de faire de la musique. Je ne sais plus trop pourquoi. Et je voulais faire du saxophone. Mais j'avais déjà 14 ans. Et normalement, et dans un village suisse alémanique, vous apprenez ça dans la fanfare du coin. Et quand je suis arrivé, j'étais presque trop vieux parce que les enfants commençaient plus tôt. Alors on me dit, si tu fais du tuba, et je ne savais pas qu'est-ce que c'était, tu n'as pas besoin d'attendre une année des cours théoriques et tout ça, tu peux directement commencer. Alors j'ai dit, ok, je vais commencer. Et on m'a promis que quand j'ai fait un peu ça, parce que ça manquait toujours un peu les tubistes, je pourrais après reprendre le saxophone. Finalement, je suis tombé amoureux avec l'instrument et j'ai continué avec ça. Et je dirais, pour moi, j'avais toujours un côté qui aimait bien cette expression, artistique. Et j'aime encore aujourd'hui, même si je joue plus. Mais c'est vrai, j'ai aussi un côté plus ingénieur scientifique qui aime bien décortiquer des processus, les reconstruire et faire des autres choses. Un autre art que vous avez et que vous pratiquez toujours, l'art de la diplomatie, c'était inné chez vous? Je ne suis pas sûr si j'ai l'art de la diplomatie. Je suis un pragmatique. J'ai dû apprendre dans ma vie... En tout cas, on ne reste pas 8 ans au World Economic Forum à côtoyer tous les grands de ce monde sans un minimum de talent. Non, c'est clair. Mais c'est plutôt basé sur l'expérience vraiment assez forte que, pour finir, il y a peu de choses que vous pouvez faire dans la vie sans la collaboration ou l'aide des autres. Et après, vous pouvez vous le prendre différemment. Vous pouvez essayer d'être le dictateur qui le force ou essayer de convaincre les gens. J'ai pris ce chemin-là. Et c'est vrai qu'après, avec le temps, et aussi dans des fonctions comme au World Economic Forum, vous êtes bien payé en faisant ça. Alors, ça vous met en avant. Et c'est vrai aussi, j'ai pu faire des découvertes assez uniques quand j'ai travaillé pour le World Economic Forum, parce que j'ai pu négocier avec le ministre des Affaires étrangères de la Chine, avec des ministres de plusieurs pays, en tant que non représentant étatique, parce que le World Economic Forum n'est pas l'État. Alors, oui, après, comme
tous les trucs, ça m'a commencé à beaucoup intéresser. J'essaye de comprendre comment on fait bien, comment on peut encore obtenir un peu plus. Et oui, et aujourd'hui, ça aide parce que c'est un peu le liant qui permet de faire avancer les trucs. Et comme manager, si on regarde, vous avez travaillé avec Klaus Schwab, Patrick Ebischer, des personnes importantes qui ont fait beaucoup pour leur institution respective. Quel type de manager vous êtes? Qu'est-ce que vous avez gardé d'eux? Je dirais ce que j'ai gardé d'eux, c'est cette volonté de vraiment mettre toute son énergie au diapason ou pour son institution. Et qu'on fait ça avec une vraie vision. Je pense que ça, j'ai appris d'eux. Après moi, quand j'ai travaillé avec Klaus Schwab ou avec Patrick Ebischer, mon rôle, c'était de quelque part de aider à mettre les visions en réalité. Alors là, je suis peut-être un peu différent. Alors moi, je vais mettre aussi beaucoup d'énergie avec mes collègues, de pas seulement énoncer une vision, mais de m'assurer qu'elle se traduit ou même la mettre en œuvre. Mais je pense pour moi, c'est vraiment ça. Et aussi savoir communiquer sa vision. Je pense que ça, c'est très, très, très important, que les gens comprennent où on veut aller. Plus léger pour terminer cette première partie, je me suis laissé dire que vous aimiez Star Wars, c'est vrai? Oui. Je suis un grand fan de tous ces films sur le futur. J'aime Star Wars, mais j'aime aussi d'autres choses comme Doctor Who, Star Trek. Pourquoi? C'est quelque part, c'est des mondes où finalement tout est possible. Et moi, je trouve, alors, c'est clair, dans la réalité, tout n'est pas possible. Mais le défi qu'on a tous, c'est très souvent, on se limite fortement parce qu'on commence directement à dire ça va pas être possible, ça va pas être possible. Et moi, j'ai toujours aimé dans la vie, de jusqu'à la preuve du contraire, d'essayer de penser en dehors des chemins tout donné. Et après, c'est une évasion, c'est sympa. Je navigue dans la vie de tous les jours avec tous ces bons et moins bons côtés. C'est de temps en temps sympa de dire on peut se faire bimer d'une planète vers une autre et qu'il y a des aliens et autres. Après, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux non plus. Hein. Vous êtes très pragmatique, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi un peu rêveur. Mais je pense que vous ne pouvez pas avoir des visions si vous n'êtes pas rêveur. Mais l'important, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter d'être rêveur. Il faut un moment, parce que sinon, vos rêves, ils mènent nulle part. Il faut être aussi pragmatique pour après mettre l'énergie, de les adapter à une réalité où ils peuvent vivre et vraiment donner un résultat dans la réalité. L'été s'achève, en tout cas les vacanciers ont pour la plupart repris le travail. Le trafic aérien vit un rythme probablement un peu plus calme. En juin, André Schneider, devant la presse, vous vous disiez bien préparé, vous et vos presque 1000 employés, mais que vous faisiez face à beaucoup de problèmes, comme la pénurie de personnel dans d'autres aéroports, le possible retour du Covid, il y avait des risques météo, d'orage, et évidemment une envie énorme de voyager, donc beaucoup de vols. Au final, on enregistre cette émission le dernier jour du mois de août. Comment se sont passés les mois de juillet et d'août? Ils se sont plutôt très bien passés. Alors naturellement, tout ce qu'on a craint qui pourrait arriver, on a vécu. Je veux dire, il y a eu des orages, même encore hier soir. Il y a eu pas mal de problèmes avec d'autres aéroports, mais aussi avec des compagnies aériennes, avec les aiguilleurs du ciel. Mais je dois dire, on a pu quand même assez bien limiter l'impact sur les passagers chez nous. Quand on regarde, par exemple, une des méfaits de cet été, c'était l'annulation dernière minute. On est légèrement plus haut qu'en 2019, mais pas énormément à côté, à part le mois de juin. Mais là, je rappelle quand même qu'on a eu une matinée où Skyguide a arrêté de nous guider les avions. Pendant un moment, oui. Oui, alors ça a quand même naturellement eu un très grand impact parce que c'est pas arrêté juste après qu'ils ont repris le service. Pour vous, c'est un été de retour d'avant le Covid. On avait beaucoup dit on ne retournera pas au monde d'avant. Là, on est reparti à un rythme de trafic qui était assez proche finalement. Alors, on est à peu près à moins 10% maintenant, un peu plus. La grande question que tout le monde dans l'industrie se pose, si c'est un peu l'effet encore de sortant de la crise, c'est-à-dire 2 années où on n'a pas pu voyager et l'année prochaine... Du rattrapage. C'est du rattrapage, ou si c'est un effet plus long terme. Je dirais on va être quelque part entre les deux. En tout cas, on peut déjà dire cet été, on a eu une demande nettement plus élevée que l'offre. Et je parle avec pas mal de monde qui sont frustrés parce qu'ils n'ont finalement pas trouvé un vol à la date qu'ils voulaient ou pour la destination qu'ils voulaient. Je dirais on va continuer de s'approcher de la situation avant Covid, pour autant plutôt dans le nombre de passagers, parce qu'il faut quand même dire, entre-temps, la population a quand même bougé aussi. Je veux dire, c'est pas vraiment de revenir là-dessus, parce qu'on aurait 3-4 ans de différence.
Est-ce qu'on retournera aussi à des chiffres d'avant la crise? Avant la crise, c'était presque un demi-milliard de chiffre d'affaires, l'aéroport. Évidemment, c'était beaucoup moins l'an passé et celle d'avant en raison de la pandémie. L'aéroport était aussi un contributeur à son principal actionnaire qu'est le canton. Cette année, vous pensez finir dans les chiffres rouges ou bien ça y est, on repassera au noir? Alors je dirais, sans pouvoir divulguer des choses exactes, on est très rassuré dans même le scénario le moins bon qu'on peut prévoir, on va être dans les chiffres noirs. Alors on va ressortir, c'est très bien parce qu'on doit aussi refinancer notre dette, hein. On a quand même fait un emprunt en 2020 de 300 millions pour 3 ans qui finira l'année prochaine. On vient d'ailleurs faire une première tranche et très probablement on pourrait déjà réduire cette dette de 100 millions qu'on aurait emmagasiné cette année, ce qui est on est plutôt sur une bonne voie et on envisage quand même de retrouver déjà 2 années plus vite le niveau d'endettement avant la crise au lieu de dire 2030 à 2028. Si vous deviez citer un facteur qui a vraiment aidé l'aéroport de Genève à remonter la pente par rapport aux autres aéroports européens, ce serait lequel? Est-ce que ce serait par exemple les RHT qui ont permis de garder du personnel ici? Durant la crise, on a quand même, il y a d'autres aéroports autour de nous qui ont fait moins de pertes parce qu'ils ont par exemple licencié beaucoup plus de monde. Mais quand je vois maintenant la vitesse à laquelle on a pu reprendre l'offre ou vraiment le soutenir, je dirais, le truc qui est bien, c'est qu'on ne s'est pas séparé massivement du monde. On a vraiment fait une réduction plutôt structurelle, limitée, et qui nous a permis maintenant, depuis avril, d'être du côté positif. Parce qu'on a des personnels, on n'a pas dû restreindre, comme certains aéroports, le nombre de passagers par jour. On a quand même pu avoir une image à Genève, même si les médias se sont massivement intéressés pour savoir s'il va y avoir des queues plus longues ou pas. Il y a quand même plutôt eu un service très très bien. Ça nous a aidé vraiment de maintenir cette reprise. Alors, je dirais c'était une approche un peu plus prudentielle envers, finalement, quand même notre source principale qui est le personnel. Et de ce fait-là, d'être maintenant vraiment dans une très bonne position pour la reprise. André Schneider, l'aéroport a aussi fait parler de lui pour le nombre de bagages perdus, jusqu'à 5 fois plus qu'avant la pandémie. Alors, la faute ne peut pas seulement revenir aux autres aéroports, comme vous l'avez déclaré à la RTS. Alors d'abord, je pense, parlons pas de faute, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand normalement un bagage est perdu, c'est-à-dire il ne suit pas son passager, on le reçoit avec la documentation et tout de cet aéroport. Aujourd'hui, on a encore des vols avec des soutes demi-pleins de bagages qui n'ont pas été traités avec aucune documentation. Alors nous, on se retrouve avec, surtout nos agents au sol, se retrouvent à trier ça eux-mêmes à la main. Pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que la moitié de la soute est faite décomposée de bagages, on ne sait pas à qui vraiment ils sont? Bon, on sait parce qu'il y a un code barre dessus, on peut le retrouver, mais on n'a pas les informations forcément simples à trouver de quel vol il aurait dû être. Alors après, il faut qu'on retrouve les adresses, on les contacte, on leur fait amener ça. Alors je dirais la vaste majorité des bagages qui n'ont pas été donnés aux gens à temps étaient vraiment induites à Genève Aéroport. Alors, et d'ailleurs, j'ai des amis qui m'ont clairement dit très souvent quand je pars de Genève, ça part sans problème. Quand je reviens à Genève, ça ne vient pas avec. Après, c'est pas pour pointer sur l'un ou l'autre. Mais c'est vrai, on a eu des équipes qui ont travaillé pendant des semaines, toute la nuit, pour faire ce tri supplémentaire, qui n'est pas vraiment prévu comme tâche normale. Hein. Encore un point sur cet été, ça a été aussi marqué par le dénouement ce qu'on pourrait appeler une crise de gouvernance. Corinne Moana, la présidente, s'est retirée, elle est remplacée par Pierre Bernheim. Pour vous, quel changement ce nouveau président induit-il? Est-ce qu'il y aura une inflexion stratégique, par exemple? D'abord, il faut quand même se rappeler que le nouveau président était le vice-président avant. Alors, c'est quand même quelqu'un qui était impliqué dans tous les processus. Et en finalité, les travaux avec le conseil d'administration n'ont pas changé. Et on continue dans avec les mêmes tâches qu'on était en train de faire déjà avant ce changement. Alors je dirais pour nous, ce qui est important en tant que direction générale, c'est la stabilité qu'on a et que la personne qui a repris cette charge est vraiment quelqu'un qui connaît où on est et tout. Et là, je dois dire, c'est clair que si on a un vice-président qui est nommé président, on a quand même tout ça de notre côté. Continuité, donc vous pouvez dire qu'on a fermé la page de cette crise-là? Écoutez, d'abord, c'était plutôt une discussion aussi entre le propriétaire et le conseil d'administration.
moi, je rapporte au conseil Vous en subissez les d'administration. conséquences, voilà. Même pas, mais je dirais. Mais aujourd'hui, là, on a vécu une phase assez compliquée quand c'était pas totalement clair où on allait. Après le changement, le jugement qui a remis tout ça en question. Mais maintenant, c'est de nouveau clair. J'ai l'impression que toutes les parties se sont maintenant remis au travail dans cette nouvelle configuration. Et pour moi, ça me va très bien. Quel est le concurrent aujourd'hui de Genève Aéroport? Pensez à Lyon, à Zurich? En finalité, on n'a pas vraiment un concurrent parce que d'abord, les gens vont choisir un aéroport par rapport à la proximité. Parce que qui veut prendre, à part un étudiant qui n'a pas assez d'argent, le train de 3 à 4 heures pour aller à un aéroport, pour après traverser toute la ville avec les bagages pour prendre un avion. Mais c'est clair, il y a des gens, et même moi, ça m'est déjà arrivé. Pour certains vols qui ne partent pas de Genève et vous ne voulez pas faire un transit quelque part, ça pourrait arriver que vous allez à Lyon parce qu'il y a un vol pour là. Mais en priorité, nous, on a notre propre zone de chalandise qui d'ailleurs va jusqu'à Lyon et même au-delà de Lyon. Comme ces mêmes personnes peuvent décider pour un vol d'aller à Lyon, ils viennent vers nous. Alors, je ne vois pas vraiment de concurrence. Et d'ailleurs, il est de toute façon préférable de ne pas avoir trop d'aéroports trop proches l'un de l'autre parce que ce n'est pas nécessaire. La distance, quand vous dites pas trop proche, c'est un ordre de grandeur? Ça dépend un peu de la situation géographique. Mais prenez juste l'exemple. En Suisse, vous avez 3 aéroports avec l'aviation de ligne. Si on exclut quelques vols charter des aéroports comme Berne ou Lugano, en France, vous avez une 50aine d'aéroports. Alors je dirais... La population n'est pas la même, mais... Oui, mais même si vous l'adaptez au niveau de la population, vous avez encore un nombre beaucoup plus élevé. Et vous avez des situations, vous avez des aéroports à moins d'1 heure l'un de l'autre. Alors, si après, ils offrent des choses très différentes, pourquoi pas? Mais très souvent, ils offrent exactement les mêmes choses. C'est des vols pour Paris, des vols pour certaines destinations. Alors, je dirais, c'est plutôt qu'on n'essaye pas de se faire de la concurrence avec la même chose. C'est pas tellement la distance. Parlons un peu d'avenir, de possible évolution du modèle d'affaires de l'aéroport. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, ces recettes reposent sur 2 piliers. Il y a ce qui est issu directement du trafic aérien et ce qui est non-trafic aérien, comme les commerces, les parkings, les loyers. C'est pas très loin du 50-50. Oui. Est-ce que ça s'est amené à rester stable ou vous avez des idées de changement ? Alors, d'abord, juste une clarification. Ce qu'on appelle non aéronautique est quand même à 90% dépendant du trafic. Alors, en finalité, et on l'a vu durant la crise... C'est pas lié aux taxes de vol elles-mêmes, ou voilà. Oui, c'est en ça que c'est pas directement, mais évidemment... Non, je suis d'accord, mais si on parle de modèle d'affaires futur, aujourd'hui, on est à 95% dépendant d'un trafic et des passagers. Et c'est clair, on se pose aussi les questions, vu la crise qu'on a vécue, si on ne peut pas se diversifier. Après, il faut quand même dire, on est dans une situation assez spéciale. Par exemple, si je prends Zurich, ils ont fait un beau geste de diversification avec le Circle. C'est un développement très, très important. Immobilier, donc des bureaux, d'autres commerces. Des hôtels. Là, pour le coup, vraiment extérieur à l'activité directe. Alors, vraiment pas lié à l'activité de l'aéroport, à part que c'est assez facile après de prendre un avion. Bien sûr. Le problème, c'est qu'eux, ils sont quand même en distance du centre-ville assez loin. Nous, on a étudié ça. D'abord, il y a quand même des développements de bureaux et hôtels autour massifs. Déjà, aujourd'hui, il y a un nombre d'hôtels autour de l'aéroport qui sont très, très considérables. Et il y en construit encore de plus. Il va y avoir de plus en plus de bureaux. Là, maintenant, on a les développements vers Mera. Il y aurait la vitrine économique aéroportuaire en face. On est, quelque part, on n'est pas assez propriétaire de terrain autour aussi, et on est trop proche de la ville. Parce que pour finir, aujourd'hui, vous pouvez avoir un bureau en ville, pas trop loin de la gare, et être en 7 minutes à l'aéroport. Alors franchement, l'utilité d'être proche de l'aéroport n'est pas là. Alors, toute cette partie-là, on voit mal qu'est-ce qu'on peut faire. Ou alors créer un nouveau centre shopping center comme Balexer juste à côté. On est tous d'accord, ça n'a pas beaucoup de possibilités de succès. Alors, et d'autres options sont plutôt la diversification dans d'autres aéroports. Mais ça serait forcément à l'étranger. Capitalistique, là, donc des prises de participation. Oui, ou aussi opérationnel. On peut aussi, pas seulement capitalistique, mais gérer autres aéroports. Mais on est une institution genevoise. Nous ne pouvons pas lever des fonds infiniment. Et je dirais, là, il y aurait aussi les cantons qui auraient un mot à dire. Et d'ailleurs,
il y a eu la tentative d'investir à Lyon avant mon arrivée, qui a été finalement décidée par le Conseil d'État de ne pas faire. Alors je dirais, c'est peut-être pas non plus très réaliste et nous n'avons probablement pas non plus le bilan pour. Alors ce que nous voyons pour le futur, c'est d'optimiser et d'adapter de mieux en mieux ce que nous faisons aux attentes de nos clients et l'évolution de la société. Ce qui veut aussi dire qu'on ne prévoit pas une croissance massive, on voit plutôt une croissance relativement lente et on va plutôt configurer l'entreprise pour ça. Un petit mot de l'aviation d'affaires, quel poids représente-t-elle dans vos activités ? Alors, il y a différentes manières de regarder ça. Si vous le regardez purement des mouvements, c'est entre 20 et 30%. Du point de vue revenu, et on revient aux fameuses... Modèle d'affaires, oui. Taxes aéroportuaires, ils sont basés sur le poids de l'avion et sur le nombre de passagers. Dans les deux classes, l'aviation d'affaires avec des avions plus petits ne fait pas vraiment, ne nous gagne pas beaucoup. Par contre, elle génère pas mal de travail parce qu'on a aussi la maintenance et on a tout qui est ici. Et il faut quand même savoir, malgré l'image aujourd'hui qui est les grands stars qui ont beaucoup d'argent, qui vont vite aller à la plage. Qui pollue beaucoup, c'est ce qui fait parler en ce moment. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'usagers de l'aviation d'affaires dans un sens beaucoup plus, spécifique à l'affaire qu'ils font. Et on a vu aussi une certaine augmentation durant la crise Covid, parce que soit il n'y avait plus les vols qui existaient, soit les gens voulaient être dans plus petites groupes. Et là, on voit quand même que c'est un soutien non négligeable à l'économie plus large de la région. Ça soutient quand même la Genève internationale, ça soutient quand même beaucoup des multinationales qui ont leur siège à Genève. Et on voit bien que beaucoup de multinationales veulent s'assurer qu'ils peuvent avoir une possibilité d'aviation d'affaires à travers l'aéroport. Et je pense que c'est de ce fait-là, nous, on va le soutenir. On a aussi l'avantage d'être une institution publique, c'est-à-dire que ce n'est pas la rentabilité avant tout, mais on estime que c'est quand même un soutien considérable à l'économie qu'on veut maintenir. La collaboration se passe bien entre l'aviation commerciale et l'aviation d'affaires sur ce même espace ? Oui. Naturellement, d'abord, il faut qu'on vive ensemble et vous savez très bien, c'est comme avec les voisins, mieux vaut s'entendre que se quereller tout le temps. Après, on a une seule piste et il y a des moments où il y a moins de créneaux qu'ils aimeraient bien avoir, mais ils le reconnaissent et ils l'acceptent. Parce qu'il faut savoir, notre concession qu'on reçoit de la Confédération, elle met une claire priorisation de la ressource piste. La première priorité, c'est les vols de ligne. La deuxième priorité, c'est que de la vol d'affaires. Alors, si, par exemple, j'ai des week-ends d'hiver avec beaucoup de vols aussi liés au trafic ski, il y a des week-ends, il n'y a pas de créneau disponible pour l'aviation d'affaires. Mais à part qu'on rêve toujours à avoir plus, ça se passe très bien. On est tout à fait alignés. Dernière question pour terminer cette deuxième partie. Si on se projette, André Schneider, dans 20 ans, à quoi pourrait ressembler l'aéroport de Genève, et en particulier, vous avez tout un plan de développement durable qui a été un petit peu différé en raison de la pandémie. Cette question des émissions de CO2, de l'empreinte environnementale, à quoi ressemblera donc cet aéroport dans 20 ans ? Alors déjà, du côté aéroport, on n'émettra plus de CO2. On aurait réduit le bruit largement au-delà des valeurs de 2000, parce que là, on parle plutôt 2040. Nous, aujourd'hui, pour le bruit, on a des plans jusqu'en 2030. Et l'aviation tout court, c'est-à-dire, aurait aussi réduit des émissions, je dirais, entre 70 et 80%. Parce qu'ils ont comme objectif d'être décarbonés en 2050. Nouveau carburant, nouveau moteur. Oui, alors on verra certainement une utilisation très forte des carburants durables. Dans 20 ans, on verra l'arrivée de nouvelles motorisations. Reste encore à voir si c'est électrique, si c'est hydrogène ou peut-être encore autre chose. Je pense aussi que le trafic se serait un peu plus encore stabilisé, c'est-à-dire on envisage tout à fait que certains usages qu'on fait aujourd'hui, on ne fera plus. Par exemple ? Aujourd'hui, on a un certain nombre de voyageurs qui vont plusieurs week-ends par année faire des voyages en avion. Si on n'a pas réussi à totalement décarboner l'aviation, ce qui est tout à fait possible, il va y avoir une pression là-dessus parce que les prix vont monter. C'est totalement évident, c'est assez incontournable. Et pour finir, on va de plus en plus travailler pour offrir une expérience de plus en plus fluide et positive
de ce passage à l'aéroport, parce qu'une fois passé le contrôle de sûreté, vous êtes dans un espace confiné. Et c'est clair, là, il y a plein de choses qu'on peut encore faire qui permettront aux gens de bien utiliser le temps, pas seulement aller dans les magasins ou aller manger quelque chose ou boire, mais aussi des expériences avec des magasins où vous pouvez tester des choses avec la réalité virtuelle. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire et on va certainement aller dans cette direction. Pour terminer cette émission, André Schneider, on vous propose un petit quiz musical. D'accord. Alors, c'est vous le spécialiste, mais on essaye quand même. Si je vous dis Howard Johnson ou Roger Bobo, à quoi pensez-vous? Mon instrument, le tuba, et d'ailleurs Roger Bobo est un tubiste très très connu des États-Unis. J'ai d'ailleurs pu faire une classe de maître avec lui. Et en plus, sa spécialité était, il n'était pas seulement tubiste dans un orchestre symphonique, mais aussi un très grand tubiste de jazz. Si vous deviez créer un genre musical fait de deux genres existants, vous prendriez lesquels? C'est une très bonne question. Probablement, j'ai fait beaucoup durant ma carrière, c'est de prendre des œuvres qui ont été écrites pour un orchestre et les adapter pour un quintet de cuivre. C'est-à-dire de changer, c'est pas tellement les manières, mais de changer la manière qu'on exécute la musique. Avant d'exécuter le micro, qu'est-ce que vous préférez? C'est un concert live ou bien la musique, le casque sur les oreilles en admirant le tarmac, par exemple? Je dirais, si les sièges sont confortables, nettement le concert live. Mais il y a aussi des moments, mais pas tellement pour regarder le tarmac ou autre, mais juste pour rentrer dans ses propres pensées autres. On peut aussi faire avec l'écouteur. Mais j'aime bien voir les musiciens, de sentir, la réaction du public. Et quand même, il y a une acoustique suivant les lieux, même si aujourd'hui on a pu technologiquement faire pas mal de trucs pour adopter ça, qu'on ne peut pas forcément reproduire aussi simplement. Et pour terminer, est-ce que le musicien que vous êtes a son mot à dire sur le choix des virgules sonores et autres habillages dans l'aéroport de Genève? La majorité, j'ai hérité. Et je suis un économe aussi, alors on ne va pas tout changer. Mais c'est vrai, quand on fait des films et autres, et on fait la musique d'accompagnement, je peux donner mon avis, mais il vaut pas plus que l'avis des autres. Mais je dirais, c'est aussi un peu, je représente un peu ma génération et leur réaction envers certaines musiques, si ça passe bien ou pas. Merci beaucoup, André Schneider. Merci à vous. Venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On vous dit à la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.